Alors cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent au monde de la fête et de l'ambiance. Que ces personnes soient professionnelles ou qu'elles s'y intéressent tout simplement à titre privé. S'il est honnête avec vous, n'importe quel médecin neurophysiologiste vous dira qu'une ambiance réussie, c'est un extraordinaire moyen de lutter contre le stress. C'est quelque chose vraiment qui nous concerne tous. Pour commencer, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un jeune homme dont j'ai fait le mariage il y a quelques années et qui est cuisinier gastronome. Et alors il m'a dit, David, j'ai remarqué en vous observant que votre métier, l'animation, eh bien quelque part c'est une cuisine. Il y a des techniques, des ficelles en fait, que seuls des professionnels, des gens expérimentés peuvent connaître. Alors l'argumentaire que je vais vous présenter ici, c'est à vous de choisir comment vous allez le considérer. Vous pouvez très bien le considérer comme l'argumentaire de quelqu'un qui connaît son affaire, un régisseur événementiel qui a des années d'expérience. Et personnellement, moi je trouverais ça plutôt sensé. Vous pouvez aussi très bien considérer que ces propos sont complètement farfelus. Quand on y pense bien, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu normal, quand on est animateur, de susciter un petit peu de folie ? Vous ne trouvez pas que dans une fête, il doit y avoir un petit peu de folie? Qu'une fête sans folie, c'est pas une fête? Mais c'est encore plus intéressant de dépasser ce jugement pour ensuite ne pas se priver des nouveaux moyens dont on dispose pour créer l'ambiance. Le premier principe, ça peut paraître évident comme ça, mais c'est un principe de sincérité. Il est essentiel que les gens aient envie, qu'ils soient prêts, qu'ils soient disposés pour entrer dans l'ambiance. Moi, il m'est arrivé d'animer une soirée où les gens ne bougeaient pas jusqu'au dessert. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, c'était un mariage. Le père de l'un, au niveau des mariés, le père de l'un était remarié avec la mère de l'autre. Et il y avait des tensions extrêmes dans toute la famille. Il a fallu qu'un événement se passe, la prise des photos à la fin, pour que tout le monde entre dans une ambiance normale. Une autre expérience assez singulière, une expérience de plateau télé. Il m'est arrivé de ressentir la présence d'un public qui avait été missionné pour ne pas bouger. En fait, ce jour-là, on m'a fait croire que j'avais toutes mes chances, alors qu'en réalité, j'étais là uniquement pour servir de faire valoir à ceux qui arrivaient derrière moi. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est en face d'un public qui n'est pas venu du tout pour entrer dans l'ambiance, lorsqu'il y a quelque chose de nébuleux sur ce plan-là, c'est très difficile de faire démarrer une ambiance. Ce deuxième principe, c'est un principe de cohésion. En fait, il est essentiel qu'il y ait une personne qui pose un regard cohérent sur l'ensemble de l'événement, sur l'ensemble de la soirée. Une personne qui a 500, 600, 700 soirées derrière elle aura un regard toujours plus complet qu'une personne qui a 2 ou 3 soirées derrière elle. C'est là que l'expérience, c'est quelque chose qui compte. L'expérience, et puis aussi, pour être plus précis cette fois, la confiance. Donc un regard expérimenté, un regard cohérent et un regard qui bénéficie d'une confiance, où on n'a pas les mains liées. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. En général, ce genre de personnes, je ne travaille pas avec ces gens-là. Parce que l'ambiance, c'est autre chose. L'ambiance, ça répond à des facteurs subtils et c'est l'expérience qui prime sur un pouvoir d'autorité qui serait simplement financier. Troisième principe, c'est l'abondance artistique. En fait, il n'y a pas de meilleur moment que le moment d'une fête où on est ensemble avec ses amis pour s'ouvrir à des formes d'expression particulières, ce qu'on peut appeler des esthétiques artistiques. Exemple, la magie, la caricature, la chanson. Les gens vous écoutent, ils sont toujours dans cette impression que quelque chose de nouveau va surgir. Tout ça, ça s'appuie tout simplement sur un vieil adage qui dit que l'être humain est un être d'alternance. Lorsqu'on est toujours sur le même mode, on finit par se lasser. Lorsque vous alternez, vous passez d'un mode à un autre avec quelques changements, quelques différences, là vous avez des chances de captiver l'auditoire. Une petite observation cette fois qui devrait beaucoup plaire aux vendeurs. En effet, dans l'animation, on retrouve un cycle d'étapes, comme dans le cycle de vente avec les 5 étapes de la vente, on les retrouve dans l'animation, mais ordonnées différemment. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par
observer. Ça correspond à la phase exploration des besoins. On observe, et on observe en permanence, en fait. Ensuite, étape numéro 2, là, on va rétablir tout de suite le contact, où on l'établit une première fois. Étape numéro 3, on va avancer une proposition ludique, quelque chose de rigolo, d'amusant, de divertissant. Étape numéro 4, on va... en négociant, en traitant les objections, en animation, ça va devenir tout simplement détourner l'attention et passer à autre chose. Si on tombe devant un mécanisme de résistance, une personne qui a écrit « Ouais, moi, de toute façon, je suis venu là pour t'embêter », ça existe, on en rencontre parfois. C'est rare, mais ça existe. On passe à autre chose. Et après, on va revenir sur la chose qu'on avait initiée au départ. Et puis alors, 5e étape, tout simplement la conclusion. Alors pour conclure, ça peut être un effet de style, un jeu de mots, ou alors une prouesse artistique, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, 4 harmonicas dans un même morceau, 12 imitations dans une même chanson, ça peut être, tiens, un ballon sculpté, un animal qui apparaît de façon complètement impromptue. Voilà, on retrouve toujours ces 5 étapes, on retrouve toujours ce cycle-là.